Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de parler d'un article que je viens de lire sur le web, sur le blog de Theatrum Belli, donc le théâtre de guerre. Et à mon avis c'est un article complètement significatif des idées reçues et du problème de pertinence. Donc, je ne vais pas faire un résumé de cet article qui est assez long. Là, il fait 17. J'ai un PDF de 17 pages là sur ma tablette. Quand même assez long. Je ne vais pas vous en faire un résumé, mais je vais mettre en exergue quelques points précis qui montrent la pertinence de cet article sur ce sujet précis. De quel sujet s'agit-il ? Eh bien, du retrait américain d'Afghanistan. Et ces dernières semaines, on a tout entendu là-dessus, que c'était une catastrophe, que c'était horrible, que c'était significatif du déclin américain, etc. Et tout ça, ce sont des idées reçues et c'est ce que démontre cet article dont le titre est « Afghanistan, non, ce n'est pas une déroute américaine, quoi qu'en pense Michael Moore ». Et donc, 17 pages pour expliquer ça. Et ces 17 pages, je vais essayer d'en extraire les points les plus intéressants pour montrer que justement il fallait aller au-delà des idées reçues, être un spécialiste du domaine pour en parler avec intérêt et pertinence, parce que sinon on ne fait que être la chambre d'écho des médias qui eux-mêmes connaissent pas grand-chose, comprennent pas grand-chose et ne font que répéter ce que leur pondent les agences de presse. Donc déjà, premier élément, c'est que l'engagement américain sur le sol afghan n'avait rien à voir avec celui de la guerre du Vietnam. On fait souvent un parallèle entre les deux conflits, mais en fait, au Vietnam, il y a eu jusqu'à 550 000 hommes sur le terrain en 69, ça a été le pic. Alors qu'en Afghanistan, il n'y a jamais eu plus de 100 000 Américains engagés en 2010. Là aussi, ça a été le pic. Et alors, pour ce qui est des pertes, là aussi, c'est des éléments factuels intéressants. En 20 ans, les Américains ont perdu 2300 éléments, 2300 morts donc, sur le terrain afghan. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien, mais en fait, sur la même période, c'est-à-dire en 20 ans, il faut savoir qu'il y a eu 18 300 militaires américains qui sont morts accidentellement sur le sol américain en faisant des exercices ou tout simplement en ayant des accidents de voiture sur leur base. Donc d'un côté 2300 et oh là là c'est une catastrophe, c'est horrible, les pauvres vétérans, etc. Puis d'un autre côté 18 300 dans la même période parce qu'évidemment l'instrument militaire américain, il est tellement énorme que forcément, il y a des pertes accidentelles continuellement. Donc déjà, ça permet de relativiser un peu les pertes sur le terrain. Pareil sur l'aspect du coût, là c'est le troisième point de cet article, dont l'auteur de cet article dit le coût financier de la guerre se révèle au final assez modeste. Bon, pourtant on a parlé de milliards, effectivement, puisqu'il a été dépensé, tenez-vous bien, 2260 milliards de dollars pour un engagement sur 20 ans. C'est pas mal quand même, hein. Ça représente de l'argent. Mais en fait, il faut savoir que le PIB des États-Unis pendant la même période, c'est-à-dire de 2001 à 2021, est passé de 11 000 à 22 000 milliards de dollars par an, soit 326 000 milliards de dollars de PIB cumulés sur la même période. Ça c'est des chiffres aussi. Du coup, le coût de ce désastre entre guillemets, ne serait donc plus que de 0,07% de la richesse nationale. Bon, effectivement, à ce prix-là, c'est le genre de guerre que les États-Unis peuvent mener quasiment indéfiniment. Peu de pertes sur le terrain et un coût finalement assez bien contenu. Et l'article l'explique bien qu'en fait, l'essentiel des coûts a été concerné les forces américaines, des soldes versés sur les comptes bancaires aux États-Unis et dépensés par les familles américaines, des achats auprès d'entreprises quasi exclusivement américaines qui versent des salaires sur le salaire américain. Bref, un excellent retour fiscal stimulant la consommation intérieure. Bon, bref, pas de l'argent en pure perte. Bon, ça c'était le point numéro 3. Je résume pas, je prends que des éléments saillants de l'article qu'il faut lire. J'ai mis le lien directement dans la description.
parce qu'il est formidable, parce que là, on se rend compte de la différence qu'il peut y avoir entre le bavardage, les idées reçues, le spectaculaire diffusé par les médias, et puis la véritable analyse des gens qui s'y connaissent sur le terrain. Et là, la différence est énorme. Donc c'est pas tellement en fait le retrait américain de l'Afghanistan qui est intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence énorme, le gouffre insondable qu'il y a entre le blabla du bruit médiatique et puis les vraies analyses des gens qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Et évidemment, il y en a peu. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, ça, incontestablement. Moi-même, là, en ce moment. Mais moi, je prétends pas être pertinent sur le sujet. Alors, voyons le point numéro 4. Alors, le point numéro 4, c'est une comparaison avec l'intervention soviétique, parce que on a vite fait de dire les Russes ont été défaits en Afghanistan, tout comme les Américains. Ouais, objection, votre honneur, c'est pas tout à fait du même niveau, parce que si on regarde bien, pendant l'intervention américaine, il y a eu 70 000 civils qui ont trouvé la mort en 20 ans en Afghanistan. Bon, 70 000, c'est pas mal. Mais en fait, il s'avère que la grande majorité est du fait des talibans eux-mêmes et des groupes terroristes. Bon, alors, pendant ce temps-là, en 10 ans, donc de 79 à 89, les troupes de l'armée rouge, qui perdirent plus de 26 000 hommes, donc à comparer aux 2300 américains. 2300, 26 000 hommes, 2300 en 20 ans, 26 000 hommes en 10 ans, vous voyez à peu près le truc là. Bah, c'est un taux de perte 20 fois supérieur. C'est-à-dire que la guerre soviétique en Afghanistan a été incroyablement sanglante par rapport à l'occupation américaine en Afghanistan. Non seulement pour les Russes, mais encore plus pour les civils, parce que là, pendant l'occupation américaine, il y a eu 70 000 morts. C'est pas rien, hein, 70 000 morts. Mais pendant l'occupation soviétique, là, c'est carrément terrible. Sur un pays qui faisait à peine 10 millions d'habitants, c'est le double maintenant, puis c'est une vingtaine de millions, il y a eu de 50 000 à 100 000 moudjahidines de tués et de 500 000 à 2 millions de civils tués. Bon, évidemment, là, il y a des grosses marges dans les chiffres. Mais enfin, on voit tout de suite que c'est plus d'un cran au-dessus. Donc là aussi, c'est pas vraiment comparable. Bon, il y a un autre point là qui suit sur le fait que les Russes ont joué à la terre brûlée alors que les Américains ont véritablement reconstruit l'Afghanistan. 2000 à 2021, l'Afghanistan est passé de 20 à 40 millions d'habitants. Ah non, c'est de 20 à 40 millions. Alors que c'était 10 millions pendant l'occupation soviétique. Perfusé par l'aide internationale, le pays s'est couvert d'infrastructures modernes, routes, centrales électriques, hôpitaux, aéroports et voies ferrées. Bon, peut-être. Moi, je suis pas allé sur le terrain, donc j'en sais rien. Alors, le point numéro 5. Je passe sur l'analyse du fait que les talibans sont des trafiquants de drogue. Bah oui, en Afghanistan, c'est pas trop surprenant. Et que les Américains ont complètement échoué sur la lutte de la culture de l'opium. Bon, là aussi, rien de très surprenant. Alors, ça, c'est un point, le point numéro 5, est particulièrement important. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'on se gourre tout le temps, surtout quand on rentre en guerre. Quand on rentre en guerre, quand on est une nation, un pays, qu'on rentre en guerre, il faut avoir des buts de guerre. Il faut savoir pourquoi on rentre en guerre et il faut que les buts de guerre soient très clairs de façon à ce qu'on puisse se dire, déjà nous-mêmes, est-ce qu'on a atteint ces buts? Est-ce qu'on a gagné cette guerre? Est-ce que ça valait le coup de rentrer dans ce conflit? C'est généralement une question qu'on ne se pose pas, ou peu, ou mal. Et du coup, c'est pour ça qu'on aboutit à des désastres. Et là, l'auteur de l'article le rédige très bien. Il dit « Au-delà de ces erreurs, la vraie question à se poser n'est sans doute pas « Était-il possible de gagner en Afghanistan ?» mais qu'aurait voulu dire gagner? Voilà la vraie question. Et il dit bah non, c'était pas possible de gagner pour différentes raisons, mais surtout pour la raison suivante. En Afghanistan, une victoire à l'occidental, c'est-à-dire nette, juste et formelle, avec des traités, etc., était impossible. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'adversaire qui comprenait cette logique, sans même parler de l'accepter. Effectivement, sur le plan culturel, quand on se bat pas au même niveau, c'est difficile d'arriver à être d'accord sur le résultat de la partie.
Alors, est-ce qu'il y a un point numéro 6? Bon, il n'y a pas de point numéro 6, ça suffira comme ça. J'espère vous avoir donné envie de lire cet article qui est formidable sur le plan du balayage articulé, factuel, chiffré des idées reçues, et aussi parce que, au final, pour tout ce qui est conflit armé, il pose la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que les buts de guerre? Et si on n'est pas capable, dès le départ, de répondre correctement à cette question, on ne peut pas gagner. Point. Voilà. Lisez l'article. C'est l'article qui est intéressant à lire. Merci de votre attention.